On se retrouve pour une vidéo bonus dans laquelle je vais t'expliquer en détail tout ce que tu dois savoir sur ces instruments financiers que sont les ETF, qui sont devenus très populaires, voire incontournables. Tu vas comprendre ce qu'est un ETF, comment il fonctionne, les différents types et surtout comment les analyser et les choisir pour construire ton portefeuille d'investissement. Alors, on commence avec qu'est-ce qu'un ETF? En anglais, ça veut dire Exchange Traded Fund, ou en français, fonds négociés en bourse. Concrètement, un ETF, c'est un panier d'actifs, souvent des actions, mais ça peut être aussi des obligations, des matières premières, voire même des cryptos. Ce panier est créé et géré par une société de gestion, un émetteur, et ce panier, cet ETF, est ensuite coté en bourse comme une action classique. Résultat, tu peux acheter ou vendre un ETF en une seule transaction, comme si tu achetais une action Apple ou Total. Par exemple, tu veux investir dans le CAC 40. Alors plutôt que d'acheter une par une les 40 actions qui composent l'indice du CAC 40, Total, LVMH, etc., tu achètes simplement une action d'un ETF CAC 40 et tu es directement exposé aux actions qui la composent. Donc avec un seul ordre d'achat, tu es exposé à tout l'indice. Donc ici sur cette slide, je te montre l'exemple du S&P 500. Donc tu achètes le panier, donc l'ETF, et ça te donne accès à tu es exposé à toutes les entreprises, à la performance de toutes les entreprises qui vont composer ce panier. Alors maintenant, qui crée et gère un ETF? Un ETF n'apparaît pas par magie, hein, il est créé et géré par une société de gestion. Les plus connus dans le monde sont BlackRock, avec la marque iShares, Vanguard, State Street ou encore Invesco. Et en Europe, on a aussi quelques acteurs très reconnus que sont Amundi ou encore Lyxor ou encore Xtrackers. Alors leur rôle, c'est de créer l'ETF, c'est-à-dire un fonds qui va suivre un indice. Et ensuite, c'est de gérer les opérations quotidiennes, que ce soit l'encaissement de dividendes, les ajustements liés à l'indice. Par exemple, une entreprise va sortir du CAC 40 et une autre va y entrer. Il faut que cela soit reflété dans l'ETF. C'est aussi la gestion des frais, le suivi de la performance, etc. C'est aussi garantir la liquidité. Tu dois pouvoir acheter et vendre ton ETF facilement. Voilà, donc un ETF, en fait, c'est un fonds d'investissement, mais qui est coté en continu en bourse, comme une action classique. Comment est composé un ETF? Un ETF, il est composé de sous-jacents. Le sous-jacent, c'est l'ensemble des actifs financiers que l'ETF détient pour répliquer la performance d'un indice. Par exemple, un ETF CAC 40, il va être composé des 40 grandes entreprises françaises qui composent l'indice CAC 40. Un ETF S&P 500, le S&P 500, c'est les 500 grandes entreprises américaines. Un ETF obligataire, ça va être des obligations d'État ou d'entreprise. Un ETF thématique, ça va être les entreprises qui vont être liées à cette thématique, donc des entreprises de la tech, de la santé, des énergies, etc. Donc il faut imaginer que tu fais une copie de l'indice en fait. L'ETF, c'est comme une photo, une sorte de photo instantanée de la composition de l'indice que la société de gestion va essayer de reproduire le plus fidèlement possible. Et donc, chaque entreprise qui compose cet indice va avoir une performance en bourse, hein, son cours va monter et descendre, et donc ça va influencer la performance globale de l'indice, et donc l'ETF va essayer de reproduire cette performance en achetant les actions qui composent cet indice. Et donc c'est là où on en vient à la notion de réplication. Donc la réplication, un ETF, il a pour objectif, comme je l'ai dit, de répliquer la performance d'un indice. Mais il existe plusieurs façons de le faire. La réplication physique totale, et donc dans ce cas-là, l'ETF va acheter tous les titres de l'indice. Par exemple, un ETF S&P 500 détient les 500 actions du S&P 500. Tu as comme avantage que c'est très transparent et comme inconvénient que c'est parfois coûteux et compliqué quand l'indice contient des milliers de titres et donc il va y avoir plus de frais. Tu as la réplication physique par échantillonnage.
l'ETF n'achète qu'une sélection représentative des titres. Par exemple, un indice contient 3000 actions, l'ETF va en prendre que 200 ou 300, celles qu'il va juger les plus représentatives. Ça a l'avantage d'être plus simple et moins cher, mais le risque, c'est que la performance peut légèrement s'éloigner de l'indice de référence, donc on va avoir ce qu'on appelle une erreur de tracking ou tracking error. Et je t'ai mis ici un exemple pour l'illustrer. Donc tu vois le benchmark, donc l'indice de référence, qui est en bleu clair. Tu vas avoir l'ETF-A qui va bien suivre cet ETF, ce benchmark, et l'ETF-B, un autre ETF, qui va lui être plus éloigné, avoir une erreur de tracking de 1,2% négativement. Et donc, tu vas avoir une performance moindre si cette erreur de tracking est à ton désavantage. Et on va avoir les ETF à réplication synthétique. Alors là, c'est un peu plus subtil, un peu plus complexe, technique, on va dire, parce que l'ETF, il ne détient pas directement les actions de l'indice, il détient un panier d'actifs, d'actions, de titres collatéraux, et il va signer un contrat avec une banque en général, qu'on appelle un contrat de swap. Et ce contrat, en fait, c'est un engagement de la banque. La banque, en fait, elle s'engage à payer la performance de l'indice à l'ETF. Donc, t'imagines bien qu'il y a des frais entre l'émetteur et la banque, qu'il y a tout un tas de règles à respecter. Donc, voilà, ça a comme avantage que ça permet d'accéder à des marchés plus difficiles et des marchés difficiles, généralement, veut dire qu'il y a beaucoup de frais en général pour investir dedans. Et donc, ça permet d'avoir accès à ces marchés-là à moindre frais. Mais c'est moins intuitif. Et il y a un risque de contrepartie, par exemple, si la banque fait faillite. L'autre point important pour ces ETF synthétiques, c'est qu'en fait, ils permettent à un investisseur français de pouvoir investir avec son PEA dans des actifs financiers qui ne sont pas en France ou en Europe. Parce que l'enveloppe du PEA, du plan épargne action, permet normalement de n'investir que dans des sociétés françaises ou européennes. Et donc, pour dépasser cette limite, en fait, avec les ETF synthétiques, on peut investir dans des sociétés américaines par ce biais-là, parce que donc l'ETF, lui, va investir dans ces titres collatéraux dans des sociétés cotées en France et en Europe, et la banque, elle va s'engager à répliquer un indice étranger qui peut être par exemple un indice du S&P 500. Donc tu vas être exposé à la performance de l'indice tout en ayant des actifs sous-jacents qui soient principalement français ou européens. Et donc c'est ça qui permet via le PEA de quand même pouvoir accéder, on va dire, de manière artificielle à la performance d'autres marchés. Maintenant, on va parler un peu des différents types d'ETF. Il y a principalement, les plus connus, ce sont les ETF qu'on appelle indiciels ou géographiques, qui répliquent donc un indice géographique comme le CAC 40, donc, qui est le marché français, le S&P 500 qui va être le marché américain, enfin des États-Unis, le MSCI World qui va être le monde, enfin voilà, après il y a les pays émergents, etc. Donc il y a différents ETF qu'on appelle indiciels qui vont se focaliser sur des zones géographiques. Ensuite, on a des ETF sectoriels ou thématiques. Alors ici, l'ETF ne vise pas à suivre une géographie, mais un secteur ou une tendance. Par exemple, un ETF santé va viser des entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, etc. Un ETF à énergie renouvelable va viser des sociétés de panneaux solaires, éoliens, de batteries. Un ETF tech, ça va viser les géants de la tech comme Apple, Microsoft et Nvidia. Alors ces ETF-là ont comme avantage d'investir parfois dans des thèmes qui sont porteurs, et inconvénient, c'est qu'il y a un risque quand même plus élevé, parce que si le secteur traverse une crise, l'ETF peut plonger. Donc voilà, ensuite on a les ETF obligataires. Donc eux, ils investissent dans des obligations d'État ou d'entreprise, hein, avec l'objectif de répliquer la performance de l'indice obligataire. Ça a comme avantage, c'est réputé être plus stable que les actions, et donc ça peut être utile pour équilibrer un portefeuille.
Après, il faut bien, comme toujours, bien choisir les obligations dans lesquelles on veut investir, notamment, principalement les obligations d'État, parce que les obligations d'entreprise sont plus risquées encore que les obligations d'État. Donc l'inconvénient, c'est que ça a un rendement généralement plus faible que les ETF actions et que c'est sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Plus les taux montent, plus la valeur des obligations va baisser. Et donc le cours de l'obligation va baisser. Ensuite, on a les ETF durables, donc type ESG, SRI, PAB. Donc ça, ce sont de nouveaux types d'ETF qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc on a les 3 grands labels, comme je l'ai dit, ESG, Environment, Social, Governance. Le SRI, qui est le Socially Responsible Investing. Et le PAB, c'est Paris Aligned Benchmark, donc aligné avec les objectifs climatiques des accords de Paris. Ça a avantage d'investir en cohérence avec ces valeurs si ça fait partie des choses importantes pour toi. L'inconvénient, c'est que c'est plus restrictif, ce qui peut réduire la diversification et la performance. Les ETF exotiques, donc je vais pas trop en parler, hein, mais il y a des ETF aussi matières premières, immobilier, des ETF inversés ou à effet de levier, enfin bref, il y a des choses qui sont encore plus complexes, techniques, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Donc, comme tu peux le voir, les ETF, ça ne se limite pas aux grands indices comme le CAC 40 ou le S&P 500. Il existe aujourd'hui une grande variété d'ETF qui permettent d'investir par zone géographique, par secteur, par type d'actif. Voilà, la clé, c'est de comprendre ce que tu veux dans ton portefeuille, si c'est de la stabilité, de la croissance, des convictions personnelles, et de choisir l'ETF adapté. Je vais faire une petite parenthèse pour parler d'un autre type d'actifs financiers que sont les ETC, Exchange Traded Commodities. Donc un ETC, ça ressemble à un ETF, mais ce n'est pas tout à fait en fait la même chose. Pour le définir, en fait, c'est aussi un produit financier qui est coté en bourse, mais qui permet d'investir dans une matière première, par exemple dans l'or, ou dans l'argent, ou dans le pétrole, etc. Contrairement aux ETF, les ETC ne sont pas toujours considérés comme des fonds d'investissement UCITS, qui est la réglementation européenne sur les fonds, parce qu'il n'y a pas de diversification, vu que tu investis dans un seul actif. Ils sont donc plus proches des titres, on va appeler ça des titres de créance, où l'investisseur prête de l'argent à un émetteur qui promet de répliquer la performance de la matière première. Donc il existe deux grands types d'ETC. Les ETC adossés physiquement, donc par exemple un ETC or est adossé à des lingots d'or stockés dans un coffre, c'est-à-dire que l'émetteur s'engage à avoir la quantité d'or qu'il va vendre sur les marchés via son ETC. Et les ETC synthétiques, où là ça repose sur des contrats financiers, par exemple les swaps, encore une fois, pour répliquer le prix de la matière première. Donc là, on prend un niveau de risque encore supérieur, quoi. Donc ça permet de diversifier facilement en fait dans les matières premières. C'est accessible aussi en bourse comme un ETF. Et certains sont sécurisés par un adossement physique. Donc ça, ce sont les avantages. L'inconvénient, c'est qu'il y a un risque de contrepartie. Hein. C'est une créance que tu fais sur l'émetteur. Donc l'émetteur peut faire défaut, faire faillite. Il n'est pas toujours éligible aux mêmes enveloppes fiscales, notamment PEA, assurance vie, etc. Et il est plus risqué que les ETF classiques, les ETF classiques qui sont sur actions ou obligations. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. On va parler maintenant, on va revenir aux ETF et parler de la gestion des dividendes. Alors, comme tu le sais, quand une entreprise fait du profit, elle peut redistribuer une partie de sa marge via des dividendes. Elle les redistribue à ses actionnaires. Elle n'est pas obligée, mais elle peut le faire. Et donc, quand un ETF détient des actions d'entreprises qui, elles, versent des dividendes, la question c'est qu'est-ce qu'en fait l'ETF de ces dividendes-là? Donc il y a deux options. Soit l'ETF, tu le choisis en fait. Soit tu investis dans un ETF distribuant, et là ça veut dire que l'ETF va reverser les dividendes aux investisseurs, aux actionnaires, donc à toi. Donc tu touches du cash régulièrement, ça peut être trimestriellement, semestriellement ou annuellement. Mais ça veut dire que chaque fois que tu vas toucher des dividendes, tu vas payer des impôts sur ces dividendes aussi. Si c'est capitalisant ou accumulant,
alors là, l'ETF, lui, il réinvestit automatiquement les dividendes. Tu ne touches rien en cash immédiatement, mais c'est ton capital qui va augmenter. C'est un peu l'effet boule de neige des intérêts composés qu'on recherche en tant qu'investisseur long terme patrimonial. Donc tes dividendes vont être investis en espérant qu'eux-mêmes vont reproduire des dividendes, etc. Donc l'avantage du capitalisant, tu l'as compris, hein, tu profites à plein des intérêts composés, tu évites parfois une fiscalité immédiate, et à l'avantage du distribuant, c'est que c'est intéressant si tu veux générer du revenu régulier, donc avoir une certaine rente régulière qui te soit versée. Ensuite, on va parler de la pondération, on va rentrer dans quelque chose d'encore un petit peu plus technique, poussé. C'est la pondération des actifs dans le fonds, dans l'ETF. Et donc, il y a deux méthodes de pondération. Et donc, je vais en parler brièvement. Il y a la pondération par capitalisation boursière, qu'on appelle market cap weighted. Ça veut dire que plus une entreprise est grosse, plus elle va avoir un poids important dans l'ETF. Elle va représenter un pourcentage important dans l'ETF. C'est ce que j'ai symbolisé ici avec la taille des bulles. Donc Apple qui pèse très lourd, Nvidia qui pèse très lourd, et un Microsoft qui est plus petit et un Tesla plus petit. Alors, c'est pas la réalité du marché aujourd'hui, c'était juste illustratif. Ensuite, tu as la pondération equal weight, poids égal, c'est-à-dire que toutes les entreprises vont avoir le même pourcentage dans l'ETF. Donc un Apple, un Nvidia, un Microsoft, un Tesla vont avoir le même poids, la même quantité, la même pourcentage dans l'ETF. Toutes les entreprises ont le même poids, quelle que soit leur taille. Et donc, par exemple, dans un S&P 500 Equal Weight, chaque entreprise va peser 0,2%. Et il faut quand même faire attention à ça quand tu choisis, c'est marqué dans l'intitulé en général de l'ETF, si c'est Equal Weight, et si ça n'est pas indiqué, généralement par défaut, c'est du market cap. Les avantages et inconvénients, rapidement, un Equal Weight va permettre une meilleure diversification, ça va être moins dépendant de certains géants acteurs très importants, mais ça a plus de volatilité, puisque tu es investi plus fortement sur des petites entreprises qui vont forcément peut-être avoir des moins bonnes performances. Donc, ça va influencer sur la volatilité de l'ETF. Et ça va être aussi peut-être plus élevé en frais, puisqu'il y a un besoin de rééquilibrage plus régulier. Et dernier point un peu technique dont je voulais parler concernant les ETF, c'est la notion de gestion du risque de change. Donc quand tu achètes un ETF qui est investi à l'étranger, par exemple un S&P 500 va être investi dans des actions cotées en dollars, hein, des actions américaines, enfin des États-Unis, et donc tu es exposé à la performance de ces actions, mais tu es aussi, si toi tu es investi en euros, tu es aussi exposé au taux de change euro-dollar. Parce que lui, le fonds, il va le coter peut-être en euros, mais lui, il faut qu'il achète en dollars les actifs américains. Donc, il y a deux options. On appelle le unhedged, donc non couvert, où là, tu subis ou tu profites des variations de devises. Hein. Par exemple, si le dollar monte par rapport à l'euro, ton ETF, il va gagner en valeur, même si les actions américaines, elles stagnent. Par contre, si c'est le dollar qui baisse, alors c'est l'inverse. Tu vas perdre de la performance à cause du taux de change qui va être défavorable. Et donc, tu as des ETF qui sont hedged, donc qui sont couverts contre le risque de change. Et donc, la société, elle met en place une couverture pour neutraliser ça. Ça te permet de stabiliser de se couvrir contre ce risque-là, mais il y a des frais, donc ces frais-là vont répercuter aussi sur la performance. Donc un hedge peut être rassurant si tu ne veux pas de surprise liée aux devises, mais ça veut dire qu'il faut être capable d'anticiper un risque lié aux devises. Et le unhedge, il est intéressant si tu veux profiter l'évolution favorable d'une devise étrangère, ou si tu es investisseur long terme, que tu veux pas faire de paris sur l'évolution du taux de change entre deux devises. Le unhedge. Alors la plupart ne sont pas couverts, mais je te cite quand même cette spécificité-là, cette option-là, tu peux trouver des
des fonds qui sont hedged. Moi, j'avais interrogé un, un influenceur finance à ce sujet-là, sur sa stratégie unhedged versus hedge. Lui, il m'avait dit qu'il investissait que sur du unhedged, donc pas couvert, parce qu'il était investisseur long terme et qu'il c'était impossible de prédire l'évolution des taux de change. Et donc, c'était prendre des paris qui n'avaient pas forcément de sens. C'est vrai que le hedge, il est plutôt pour prendre des paris à court terme sur si tu veux faire de l'achat-revente d'actifs sur des périodes assez courtes, donc du trading un peu, et que tu sais que tu veux te couvrir sur ce risque de change. Voilà, donc je te laisse choisir. Moi, je te mentionne ça juste à titre d'information. Euh, voilà. Alors maintenant, je voulais quand même parler des risques liés aux ETF, afin de bien choisir, enfin, de faire ta sélection en conscience. Hein. Sur hyper important de toujours garder cette notion de risque en tête. Donc les risques qui sont spécifiques aux ETF, sont les risques déjà liés au marché. Si l'indice baisse, ton ETF va baisser. Si le CAC 40 fait plus 30%, alors ton ETF va monter de 30% s'il n'y a pas d'erreur de tracking. Mais s'il fait moins 20%, alors là, ton ETF va aussi baisser. Le tracking error, on en a déjà parlé, l'ETF peut être légèrement s'écarter de la performance de son indice à cause de frais de gestion, de méthodes de réplication, enfin voilà. Le risque est généralement assez faible, hein, mais assez à surveiller, surtout si tu passes par des émetteurs assez célèbres, qui ont pignon sur rue. Voilà, ces gens généralement assez sérieux qui font bien leur travail. Tu as un risque de contrepartie, notamment avec les ETF synthétiques. Risque de liquidité, un ETF qui est peu échangé sur les marchés peut être difficile à acheter ou à vendre, donc il faut vérifier l'encours, on reparlera de ça dans les critères de sélection. Et le risque qui est le plus important sûrement, c'est le risque émotionnel. Quand ton ETF perd 20% en quelques mois, est-ce que tu es, toi, capable de garder le cap et de maintenir ta position, si tu penses que vraiment elle est pérenne sur le long terme. Beaucoup d'investisseurs particuliers paniquent et vendent au pire moment, justement par peur. Alors la méthodologie pour choisir son premier ETF, il y a deux choses dont je voulais te parler. Déjà de la vidéo que j'ai faite sur l'utilisation de Just ETF, qui te permet d'aller comparer des ETF, te comparer les critères et de faire ta sélection. Donc je te réfère à cette autre vidéo. Et je vais te parler maintenant des critères de sélection. Tu as déjà une bonne partie de ces critères dans le document bonus qui est accessible dans le chapitre sur les actifs financiers. Mais on va les repasser en revue et sûrement les compléter. Voilà, c'est la fin de cette masterclass sur les ETF. On a vu ensemble ce qu'est un ETF, comment ça fonctionne, les différents types et aussi les risques qu'il faut garder en tête. Tu comprends maintenant pourquoi les ETF sont devenus l'outil préféré de millions d'investisseurs dans le monde, mais aussi les limites et précautions qu'il faut connaître. Alors peut-être que tu te demandes, et maintenant, comment on choisit les bons ETF? Effectivement, il existe des milliers d'ETF disponibles, mais ils ne se valent pas tous. Savoir les analyser, les comparer et surtout sélectionner les bons, c'est une étape essentielle. Et volontairement, je ne l'ai pas incluse dans cette version de la masterclass parce que c'est un contenu plus avancé que je réserve exclusivement aux personnes que j'accompagne. Pourquoi? Parce que choisir un ETF, ce n'est pas une fin en soi. Avant tout, il faut apprendre à construire un patrimoine dans sa globalité en travaillant sur les trois piliers que sont la création de revenus, la sécurisation du foyer et l'investissement intelligent avec les bons outils et les bonnes méthodes. Cette masterclass se termine donc ici. Bravo d'être arrivé jusqu'au bout. Tu fais déjà partie de la minorité qui prend le temps de se former, de comprendre avant d'investir. Et si tu veux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire transformer cette théorie en pratique et apprendre à bâtir un patrimoine sur le long terme, je t'invite à me contacter directement sur LinkedIn. Je serai ravi d'échanger avec toi. À bientôt.